Je suis parfaitement honnête, tout ça, ça me plaît pas. Beaucoup de choses qui vont pas du tout. On l'a vu dans la dernière vidéo, les carburateurs, c'est n'importe quoi. Et je me suis dit, bon, tant qu'à faire tous les carburateurs, ce qui va être un boulot énorme, autant aller un peu plus loin, autant démonter l'admission, repeindre le support filtraire dans la bonne couleur, repeindre les cache-culs de buteur parce qu'ils sont tout pourris, et juste tout nettoyer correctement et avoir un véhicule qui physiquement est en meilleur état. Donc voilà, j'ai commandé un tas de joints et un tas de trucs et on va tout remettre en état. Ça nous permettra de nettoyer la vallée de la mort, hein, qui est la partie qu'on ne voit pas d'enlever sous l'admission sur un V6 ou un V8. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Six hours later. Bordel de merde. En train de lentement déséquiper les carburateurs de tout leur parrainage. Et comme on peut le voir ici, la tringlerie a beaucoup de jeu. Alors je sais pas si c'est la rotule en elle-même qui a du jeu ou la tringlerie, mais vu qu'elle contrôle les deux carburateurs, je pense que ce serait intéressant de voir si je peux la trouver pour la remplacer, parce qu'un jeu comme ça peut provoquer des à-coups dans un carburateur. Vous allez voir, il y a pas mal de timelapse dans cette vidéo, je m'en excuse, mais bon, c'est des tâches très répétitives, et si je veux montrer le maximum du démontage et du remontage d'un carburateur, j'ai pas trop le choix que de vous faire ça. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et là, il y a l'autre côté du moteur qui, vu la quantité de liquide de refroidissement, me fait bien penser que j'avais probablement une fuite à cause probablement d'une des durées qui passait à cet endroit-là ou de joints. Donc bon, on va tout remettre au propre. Mais c'est quand même bien dégueu, hein, on nettoiera tout ça. C'est mon cadeau de Noël, c'est un nettoyeur ultrason. Quelque chose que je n'avais pas avant. Et ça devient rapidement un essentiel quand vous faites de la restauration auto. Ça permet tout simplement de nettoyer et de décaper des pièces comme jamais, que ce soit des pièces de carburateur ou n'importe quoi en fait. Hein. Du moment qu'une pièce est sale, vous la mettez dedans, elle ressort propre. Même du plastique, selon les produits que vous utilisez. Là, c'est une mixture à peu près 5% d'un dégraissant puissant, avec mélangé à de l'eau. Simplement, vous mettez les pièces dans le panier, vous attendez quelques dizaines de minutes et vos pièces ressortent propres. On verra ce que ça donne sur ces pièces-là. Mais voilà un exemple d'une pièce que j'ai déjà passée. Vous pouvez voir le plaquage qui est nickel. Et juste pour information, c'est à quoi elle ressemblait à l'origine. Complètement sale. Donc voilà, c'est vraiment très efficace. Et ça, c'était vraiment 20 minutes de travail. Hein. Donc, pareil pour cette pièce-là qui était complètement encrassée. Je ne savais même pas qu'il y avait du plastique dessus. Pareil pour cette biellette qui était entièrement noire. Bref. On verra le résultat avec des carburateurs. Vous verrez, c'est encore plus impressionnant. On va commencer par le plus gros carburateur vu qu'il est beaucoup plus simple, on n'a pas tout le système de starter automatique et puis surtout ça fera un bon entraînement vu que je suis un peu rouillé avec les carburateurs. Je vais pas reparler des fonctionnements de ces deux bouses en détail, mais bon, sachez juste que c'est compliqué. Si vous voulez vraiment le détail, j'en parle dans ma vidéo précédente, donc allez voir ça plutôt. Bon, comme vous pouvez le voir, je galère pas mal avec une vis que je m'étais pas rendu compte, c'est qu'on le verra un peu plus tard. En fait, tout le carburateur est voilé, dont le capot. Ce qui fait que la vis est quasiment impossible à sortir. Mais bon, elle va quand même sortir.
Et vu que ce carbu n'a pas vraiment de réglage défini, en fait il est réglé d'usine, je compte le nombre de tours au démontage et au remontage pour le remettre au même endroit. C'est la vis de richesse. Attention les oreilles! Ça ressemble après une première session d'une demi-heure. Je pense que je devrais en faire plusieurs, mais... ah oui, l'eau est un peu plus sale qu'elle ne l'était. Très bon, voilà. Hein. Par rapport à ce que c'était, c'est incroyable, mais... il faut encore un peu de boulot, surtout dans le carburateur. L'action des papillons est encore un peu ferme. Je pense qu'il y a de la crasse qui s'accumule au niveau de... C'est là que je fais pause, parce qu'en fait, l'un de mes principaux problèmes avec ce carburateur, depuis le début, que je n'ai pas trop détaillé, évidemment, parce que, voilà, c'est que quand j'actionne les papillons, ils ont tendance à se bloquer au tout début. Ce qui veut dire que, vu qu'ils sont juste tirés par une membrane avec un ressort, la moindre résistance bloque les papillons en position fermée. Et c'était pas causé par de la crasse, on va voir par quoi c'était causé un peu plus tard, en fait, juste après. Problème que j'avais anticipé mais qui me fait quand même chier. L'embase, vous le verrez, est complètement déformée. Entre ici, il y a bien un demi-millimètre dans les deux directions. On le voit à l'œil d'ailleurs. Ouais, voilà. Donc cette base est vraiment tordue. Et j'ai l'impression que du fait que ces passages sont ovalisés, ça crée une tension, donc vous voyez, là j'appuie assez fort et il se passe rien. Bon, en réalité l'action c'est ça, mais voilà, c'est encore pire. On a une action de traction. Donc j'ai poncé la base au 120 puis au 300 pour essayer de la remettre à plat sur un marbre. Je la repasserai au nettoyeur ultrason et on verra bien ce que ça donne. Il est pas joli mon marbre. Du bois massif. Voilà, après avoir poncé pendant beaucoup trop longtemps avec du 120 puis du 300, voilà où j'en suis. Alors c'est pas parfait, surtout si vous regardez là, il y a encore un point un peu bas, ici, mais il devrait y avoir suffisamment de surface pour avoir un appui complet avec le joint et l'embase. Je veux pas aller trop loin non plus, parce que ça reste des pièces fragiles, ça reste des pièces chères, et surtout je pense pas que ce soit nécessaire de plus forcer. Mais bon, voilà. Si, dans le pire des cas, effectivement, ma théorie des papillons est confirmée et que ces ouvertures sont trop ovalisées, il va falloir que je vois pour investir dans un autre corps de 35. Mais c'est pas dit qu'il soit en meilleur état. Donc voilà, c'est un peu le jeu. Il va repasser une demi-heure dans la machine. Et voilà, on va croiser les doigts que ça soit suffisant. Je vais rouvrir les papillons. Ça, on va pouvoir bien tout nettoyer, et voilà. J'ai un petit problème, donc cette membrane qui contrôle le 35 à l'ouverture, a un petit trou ici. Alors, techniquement, cette pièce est foutue. Après, il faut bien se dire que lui, il est complètement rabattu lors de l'utilisation, mais ça veut dire qu'à pleine ouverture, en théorie, lui risque de se refermer à cause de ce trou. Je pense pas. Donc, je vais essayer de le nettoyer au mieux. Et je vais recoller cette petite membrane ici avec de la colle à caoutchouc en espérant que ça tienne le temps de trouver un autre poumon parce que c'est introuvable comme pièce. Et maintenant avec tout, il est temps de tout remonter. Voilà, vous allez me voir mettre un peu de frein filet sur ces gicleurs. Pourquoi? Parce qu'apparemment ils ont une tendance à se desserrer sur ces moteurs, je ne sais pas pourquoi.
Le mien, je l'ai trouvé à côté du moteur, posé comme ça, à côté de la mission. Sur le tutoriel que je suis, la personne l'avait carrément perdu. Et là, quand je l'ai redémonté, il était desserré. Donc, je vais mettre une toute petite goutte de frein filet, juste au cas où. Bon, et puis maintenant que j'ai fait tout ça, faut que je recommence pour le second carburateur. Bon, et puis je vous passe le montage, je pense que vous avez déjà vu assez de carburateur pour cette vidéo. Bon, vous m'en voudrez pas de pas avoir détaillé parce que c'est pénible et je suis des tutoriels au passage que je laisserai évidemment en commentaire si vous souhaitez faire cette démarche, sachant qu'il n'y a pas que l'Alpine qui a eu ce carburateur, il y a 504 coupé V6, des Renault 30, certaines Volvo il me semble, bref, c'est un setup qui est assez répandu. Je sais plus si je vous l'ai montré ou pas, mais quand j'ai nettoyé le nettoyeur ultrason, j'ai trouvé cette petite bague au fond, qui venait donc du 34. Le truc c'est que même en regardant des éclatés de pièces, en démontant tout le carburateur, en vérifiant chaque passage, j'ai aucune idée d'où est-ce qu'il peut aller. Alors ma seule théorie c'est qu'il allait au niveau de l'axe du flotteur, parce que c'est exactement le même diamètre. Mais j'ai pas souvenir d'avoir démonté une bague comme ça, et j'ai pas souvenir non plus d'en avoir mis une à nettoyer. Donc voilà, je suis un petit peu perdu. Mais bref, si vous savez où venait cette bague, dites-le moi. En attendant, j'espère que ça ne posera pas de problème. Donc en termes de réglage, il y en a 3. Ici, on a la pompe d'accélérateur, qu'il faut tout simplement régler au contact. Il faut tout simplement régler ici au contact en position de repos de l'accélérateur. Juste ici pour qu'il vienne à ras. Je vous laisserai le tutoriel, hein, ne m'écoutez pas pour faire ce genre de choses. Un second réglage, c'est l'ouverture du papillon à froid. Donc ici, on a une capsule de dépression qui agit sur un axe. Et bon, ça dépend des températures évidemment, donc moi je règle par rapport à une température inférieure à 15 degrés, ce qui est à peu près le cas ici. Vous avez un réglage ici, donc le papillon doit s'ouvrir d'à peu près 4,6 mm. J'utilise simplement des forêts pour faire ce réglage. Enfin, vous avez un troisième réglage, c'est la position du starter automatique, donc c'est la cote qui se trouve entre ici et ici. De souvenir, donc voilà, je mesure entre ici et ici, doit faire à peu près 38,5 pour mes températures. Donc voilà, c'est ces cotes à régler avant de monter sur le carburateur. Faire un premier réglage pour la vis de balayage et la vis de richesse qui est là. Voilà. Bon, cependant, c'était pas la seule pièce à nettoyer. Ce que j'ai essayé de dire là, par-dessus le brouillé assourdissant du nettoyeur ultrason, c'est que je pouvais pas nettoyer l'intérieur. Voilà. Bon, et puis tant que tout était démonté, je me suis dit que ça serait une excellente opportunité pour nettoyer tout le compartiment moteur. De l'intérieur du V, aux culasses et aussi aux parois, tout simplement. Bon, et puis voilà, c'est pas parfait, mais ça reste un peu plus propre que ce que c'était. Un autre problème sur ce moteur, comme je l'ai dit, c'est qu'il a tourné trop riche pendant très longtemps. Et qui dit tourner riche, dit des dépôts carbone. Donc les chambres d'admission et le haut des soupapes sont baignés dans la crasse, dans le carbone. Donc on va les nettoyer de la même manière qu'on nettoierait un moteur à injection directe. Je vais utiliser
de l'acétone, qui est réputé pour attaquer le carbone, d'autant que j'ai pu en trouver sur mes recherches, mais qui ne devrait pas réagir ni avec l'aluminium des culasses, ni avec, j'ai ma bâche qui se barre, ni avec l'acier des soupapes. On va les laisser mariner quelques temps en s'assurant bien sûr qu'on est dans une position où la soupape est fermée pour pas en mettre dans la chambre de combustion. Et après, à l'aide de quelques riselants mis au bout d'une perceuse et d'une brosse à dents, on va venir essayer d'en enlever un maximum. Le but c'est pas d'avoir un résultat parfait, c'est juste d'éviter qu'un gros morceau de carbone puisse tomber à 6000 tours par minute et exploser le moteur. C'est aussi un bon moyen de voir si votre train de soupape, si vos soupapes sont étanches. Pour les éprouver, je vais faire pareil pour les deux soupapes qui sont ouvertes, enfin qui sont fermées, et après pour les deux opposées là qui sont ouvertes, on les fera après en tournant le moteur. Et apparemment j'ai perdu la vidéo où je nettoie les soupapes justement, donc après les avoir laissées mariner quelques minutes, avec le paquet de riselants que je vous ai montré, juste je les agite à l'intérieur, ce qui avec la vitesse de la perceuse en fait vient gentiment décoller le carbone sans abîmer ni l'aluminium ni l'acier des soupapes. Et encore une fois, je réitère, très important que votre soupape soit fermée, sinon vous allez mettre de la merde dans votre chambre à combustion. J'ai dû refaire ça plusieurs fois, donc je vous mettrai une image à l'écran pour vous montrer l'avant et après. J'ai fait ça 6 fois, c'était un peu chiant, mais bon. Normalement, c'est pas quelque chose que vous devez faire sur un moteur. Normalement. Ah, et puis pour la séquence qui suit, j'ai aussi perdu des vidéos. Normalement, ce que j'expliquais, c'est que le collecteur d'eau, que vous allez voir un petit peu plus tard, est posé directement entre les deux culasses et va directement à la pompe à eau. Et il y a deux joints toriques qui, je pense, fuyaient, je pense. Et bon, bah, voilà, vous le verrez bientôt. J'ai enfin démonté le collecteur d'eau qui va au cul de la pompe à eau, donc ici. Le problème, c'est que forcément, je voulais absolument pas purger tout le liquide de refroidissement parce que c'est un cauchemar sur cette voiture, donc j'ai dû en enlever beaucoup. Mais normalement, tout le reste du circuit qui va jusqu'à l'avant est encore plein. Et puis le liquide de refroidissement était neuf, vous voyez, il est très propre. Bon, ça me rassure un peu en me disant que l'intérieur du moteur a l'air d'être très propre, tous les passages d'eau, parce que c'est un vrai problème sur ces moteurs-là, forcément. Le moteur à l'arrière, et puis même le 2,8 litres est sensible à de l'eau sale, avec les chemises qui peuvent s'affaisser. Mais voilà, j'étais pas sûr de si ces joints fuyaient, mais j'ai bien fait parce que oui, il fuyait. Ça se voit au joint, il est complètement plat, donc voilà, j'ai bien fait de faire ça. C'est beaucoup de boulot, mais ça valait le coup. Après avoir passé le le collecteur d'eau là, derrière le ultrason, vous voyez, bon ici pas de souci. J'aurai un bon contact tout le long, mais ici, ouais, là on a pas mal de défauts. Alors je le sens pas avec le doigt, je le sens pas avec l'ongle non plus, donc je pense que le joint torique devrait pouvoir épouser. Mais en dehors du joint torique qui était vraiment archi mort, ils sont durs comme du bois. Je pense que ça aidait pas. Donc je vais passer un peu plus de temps avec du 800 juste pour essayer d'enlever le maximum cochonnerie, mais ouais, il est pas beau. Et puis comme promis, on va bien sûr repeindre les caches culbuteurs et le porte-filtre à air dans leur couleur d'origine. Alors pour les puristes, j'ai fait beaucoup de recherches. Et d'autant que j'ai pu voir, normalement sur un modèle de 86, les couvre-culbuteurs étaient bien peints en gris-argent, de la même couleur que le filtre à air. C'est juste qu'ils jaunissent avec l'huile et la température. Ne vous inquiétez pas, même si on ne dirait pas ils ont été bien préparés et dégraissés, et surtout ne vous inquiétez pas pour les stickers qui ont été conservés et seront reproduits plus tard. Mais je pense que ça fera place à sa propre vidéo. Et maintenant, on va remonter toute l'admission avec ces carburateurs.
Les durites, je recommande pas les durites avec des toiles extérieures parce qu'on voit pas quand le caoutchouc est usé, mais pour l'instant c'est tout ce que j'ai en stock, donc ça sera mieux que ces durites qui commencent à craquer au bout. Maintenant je m'occupe de refaire le circuit pneumatique qui alimente le Solex 35. Donc il était complètement manquant moi quand je l'ai eu, enfin il restait qu'une durite, mais normalement il est alimenté par cette dépression ici et cette dépression ici. Donc avec tube je suis en train de refaire, alors évidemment les diamètres sont différents, il va falloir que je chauffe ici pour pouvoir évaser et le passer par dessus, mais voilà un peu sur quoi je travaille. Je vous montrerai le résultat fini. Pour expliquer le fonctionnement de ce setup, tout simplement je vais aspirer dans ce tube et vous devriez voir cette tringlerie bouger. Alors il revient pas complètement à cause du... Ah si, j'ai rien dit. Voilà, c'est tout ce qu'il y a, hein. C'est pas compliqué, mais c'est un setup intéressant que j'ai jamais vu sur d'autres véhicules. Bon, la billette que j'ai commandée, c'est pas la bonne, elle est un peu trop courte, mais je vais juste échanger les deux têtes puisque celles-ci sont moins usées et ont moins de jeu. Malheureusement, les rotules ne sont pas interchangeables sur ces parties-là, du moins j'ai pas réussi à les dévisser et j'ai peur de les abîmer si justement elles se dévissent pas. Donc voilà, je vais au moins réduire les jeux. Et pour bien vous faire comprendre, ce petit bout de merde là, c'était peut-être bien l'affaire de 20 ou 30 heures de travail, hein. Bon, avant d'aller plus loin, je vais remettre le véhicule en eau parce que si j'ai une fuite d'enlever et que je dois tout redémonter, j'aimerais bien enlever un minimum de trucs. Donc j'espère que ce sera pas trop dur à purger parce que ces véhicules sont très chiants à purger, mais vu que là j'ai que théoriquement les culasses qui sont vides et l'admission, bon, ça devrait aller, on verra. Que le meilleur pour la voiture. Avant que vous ralliez, je vais changer toutes les durites bientôt, donc je voulais pas mettre du bon liquide de refroidissement ou quoi que ce soit, de toute façon, bon. Hop, alors la bonne nouvelle c'est que, je sais pas si vous le verrez, mais ici, hop, voilà, du liquide de refroidissement, ce qui doit vouloir dire que normalement le collecteur d'eau est rempli en dessous, que lui est rempli puisque de toute façon il doit passer par là. Est-ce que j'ai des fuites d'eau? Je ne sais pas, mais ça, sans pression, on ne pourra pas savoir. On va s'occuper du système d'avance et anti-pollution, donc qui est géré par ce monsieur. Ce monsieur est branché sur un relais et en fait en fonction au bout d'un certain temps il passe d'un retard à la tête de Delco à une avance. Je vais vous mettre le schéma à l'écran, donc je vais reproduire ce schéma avec des durites neuves. Je vais pas vous détailler parce que c'est pas très intéressant, mais voilà. Bon, c'est très joli tout ça, mais va-t-elle démarrer? Et vais-je la surchauffer parce qu'il n'y a pas d'eau dans les culasses? On verra. Bon, je crois ne rien avoir oublié. Là j'ai un extincteur juste au cas où. Et de toute façon il faut que j'amorce le système et que j'allume le batterie. Et voilà, vous aurez la suite au prochain épisode. À dans 2 semaines.